On va justement parler de Crépol. On a vu Philippe Cavrivière évoquer l'avocat des ultranationalistes ou ultra-droite, je ne sais pas comment vous les appelez, qui ont fait une descente, on peut dire, jusqu'à Romans-sur-Isère. Eh bien justement, on va parler de la justice, parce qu'on dit que la justice, c'est ce que dit en tout cas l'extrême droite, la justice est allée un peu vite. On est donc une semaine après la mort de cette adolescente de 16 ans, Thomas. On rappelle que des dizaines de militants d'ultra-droite, pour rappeler le contexte, se sont retrouvés à Romans-sur-Isère, dans le quartier de la Monnaie, dont sont originaires une partie des suspects. Que cherchaient-ils à faire? On commence à en savoir un petit peu plus. On sait que la liste des suspects du meurtre de Thomas circule dans ces groupes d'ultra-droite. Et selon nos confrères de Radio France aujourd'hui, certains membres disposaient d'une liste détaillée. Il figurait les noms complets, les adresses, les numéros de téléphone et les renseignements sur les membres de famille habitant le quartier de la Monnaie. Ça accrédite un peu plus, en tout cas, l'idée d'une expédition punitive, Guillaume Farab. En tout cas, je crois qu'on peut difficilement créditer ce groupe de personnes d'être des manifestants. C'est-à-dire que ce soit un black bloc dans une manifestation publique qui se grime, qui se recouvre le visage par un capuchon et qui a une barre de fer et qui casse le mobilier urbain, ou ces gens qui se sont aussi dissimulés le visage et avaient des barres de fer pour nombre d'entre eux, le mode opératoire, les intentions politiques c'est autre chose, mais le mode opératoire est assez similaire. Quand vous manifestez, c'est à visage découvert, de toute façon on ne vous permet pas d'être à visage dissimulé, et ensuite c'est plutôt avec une pancarte qu'avec une barre de fer. Donc déjà le qualificatif de manifestant me paraît impropre. Et puis après, il y avait effectivement des premiers éléments que le procureur nous transmet, une intention. Et une intention de s'en prendre à des groupes de personnes bien déterminés. Ceux qui ont fait tampon et rempart, ce sont les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie. Et celui qui est condamné à la peine la plus élevée, c'est-à-dire 10 mois de prison et avec un mandat de dépôt qui est décidé à la barre, lui, il a été notamment condamné pour violence sur personne dépositaire d'autorité publique, avec des circonstances aggravantes, avec armes et en réunion. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement, il prend 10 mois. Donc après, chacun appréciera le quantum de la peine. Alors justement, mais en tout état de cause, il y a des faits qui sont des faits très graves parce qu'il s'en est pris, cet homme en particulier, était condamné pour cela par la justice de notre pays, à des fonctionnaires de police. Ouais, alors justement, Stanislas Rigaud, qui était sur notre plateau hier soir, estimait que la justice allait bien plus vite dans ces cas-là qu'elle n'y allait justement aussi vite ou pas suffisamment vite pour les agresseurs de Thomas, 16 ans. Ses opposants politiques à l'autre extrême disaient que lors des émeutes, un homme avait été condamné avec une sévérité extrême pour avoir dérobé une canette de soda dont je tairai la marque. Bon, en réalité, dans les deux cas, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des antécédents judiciaires, qu'il y a des éléments du dossier dont nous n'avons pas toujours connaissance. Et vous voyez que chacun choisit aussi ses accusations contre la justice. Mais la comparaison immédiate est classique dans le droit français. Quand l'infraction est constituée, voilà. Vous avez tous les éléments. Il n'y a pas besoin d'enquêter plus. Non, et puis les avocats peuvent demander un report. Maître Olivier Pardoux nous a rejoint, avocat pénaliste et ancien magistrat. Est-ce que vous considérez que c'est une peine sévère? Non, mais ce qui a été dit est juste. La comparution immédiate, c'est une machine à prononcer des peines extrêmement rigoureuses. Pourquoi? Parce qu'on est très proche des faits, on est très proche de l'événement, et on est dans une violation sensible de l'ordre public, puisque ça s'est passé immédiatement. Ce qui est quand même frappant, là, c'est que le parquet a requis ses peines, et que la plupart des peines ont été suivies par le tribunal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aménagement par rapport aux réquisitions du parquet. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon sens, ça veut dire une chose, c'est que la justice a voulu donner un coup d'arrêt à ce qu'elle estime être un mouvement extrêmement dangereux. Alors, c'est toujours la même chose. La justice, pour l'exemple, c'est jamais une bonne chose. Mais en réalité, ça fonctionne comme cela. C'est-à-dire que vous avez des événements qui risquent de dégénérer de manière extrêmement forte, des infractions particulièrement graves, puisque ça a été dit, il y a des atteintes aux forces de l'ordre. C'est ça qui a été le plus marqué. Et puis, il y a cette infraction qui est particulière, mais qui doit être aussi un message envoyé à tous ceux qui sont sur les applications Telegram et autres, qui s'appelle participation à un groupement en vue de commettre des violences. C'est-à-dire que le fait de se dire dans un groupe qui soit d'extrême droite, d'ultra-gauche, islamiste ou autre, on va faire quelque chose, on se réunit, c'est une infraction. Et ça, je crois que la justice, comme elle avait fait
au moment des émeutes, où les peines étaient très lourdes également, a voulu donner une sorte d'avertissement et de coup d'arrêt. Donc la justice a eu raison. Oui, non, simplement parce que Maître Pardo dit, parle justement de coupable de participation à un groupement en vue de préparer des violences. J'ai la Sainte-Soline. Vous savez, ce que le propre ministre de l'Intérieur avait appelé les éco-terroristes. Une personne qui répondait exactement de ces faits a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Comment vous expliquez qu'à Sainte-Soline, l'ultra-gauche est condamnée à 4 mois avec sursis et là, l'ultra-droite à 5 mois ferme? Alors, voyez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça, la justice. Parce que la justice, il n'y a pas quelqu'un qui pense complètement les peines qu'on va donner à Sainte-Soline, qu'on va donner dans l'Isère ou qu'on va donner ailleurs. Il y a des juges différents, il y a des contextes différents, je suis d'accord. C'est quelque chose... Des antécédents différents. Des antécédents différents qu'il faut entendre. C'est-à-dire, il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui dit, un grand comité de justes qui viennent dire, bon, aujourd'hui les enfants, on va s'occuper de l'ultra-droite, on va taper... ou demain, on va s'occuper de l'ultra-gauche, on va taper autrement. Oui, la question derrière, ce que dit évidemment Fred Hermel, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des bonnes ou des mauvaises causes? Oui, mais c'est pour ça, parce que vous parlez des antécédents, mais sur les personnes de l'ultra-droite, un seul avait un casier judiciaire. Prenez les manifestations contre la réforme des retraites, quand il y avait des gens qui incendiaient dans Paris les poubelles qui n'avaient pas été ramassées. Vous avez eu des personnes qui ont été condamnées sur le fondement de l'infraction que vous citiez, participation à un groupement en vue de commettre des violences, à des peines de prison en comparution immédiate, et ça avait été dénoncé par l'extrême gauche, ferme, comme étant des peines extrêmement sévères qui visaient à dissuader des gens, comme disait Maître à l'instant, de participer à des manifestations contre... Donc ce sont des décisions finalement politiques. Ce qui est le plus... Moi, ce qui me heurte toujours, c'est qu'on est dans un système qui veut une individualisation de la peine. C'est-à-dire l'idée qu'on va prendre en considération ce qu'est la personne. Heureusement. En comparution immédiate, pardon de vous le dire, oubliez. Oubliez parce que dans la soirée, après les événements, vous ne pouvez pas manifestement faire cela. Et deuxième chose, bon, les peines sont lourdes, mais c'est surtout les mandats de dépôt délivrés à l'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, nonobstant l'appel, ils partent en prison. Et puis il y a un contexte, pardonnez-moi, il y a un contexte de résurgence de l'ultra-droite. Une note du renseignement qui dit la chose suivante: de nouveaux rassemblements organisés par l'ultra-droite vont se tenir et sont susceptibles de manifester un niveau de violence égal, voire supérieur à l'encontre des populations issues de l'immigration et des forces de l'ordre. Alors ça, c'est la note de Darmanin, Gérald Darmanin au préfet, qui demande donc une veille étroite des réseaux sociaux, la mise en place de sécurisation adaptée, dissuasive et concertée, tout un tas de mesures dans un contexte où on se souvient de ce qui s'est passé en Irlande, notamment une attaque au couteau devant une école et des émeutes lancées par l'extrême droite. C'est vraiment ce que Gérald Darmanin souhaitait éviter, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. On l'écoute. La France a évité un scénario à l'irlandaise. La France, parce qu'elle a été ferme, a évité un scénario de petite guerre civile. Et je pense qu'ils étaient connus des services de police. Pour une partie d'entre eux, parler des militants d'extrême droite, pour une partie d'entre eux. Et je ne laisserai aucune milice, qu'elle soit d'extrême droite ou de n'importe quel courant radical, faire la loi à la place des procureurs de la République et des policiers et des gendarmes. Gérald Darmanin, oui, vous voulez... non, la réalité n'est pas, à mon sens, pas tant dans la disparité de la réponse judiciaire qu'en réalité dans la faiblesse de l'organisation des groupuscules d'ultra-droite par rapport aux groupuscules d'ultra-gauche qui ont ça en réalité dans leur culture depuis des années, qui sont organisés, qui sont même formés à des techniques de guérilla urbaine pour aller affronter les forces de l'ordre depuis extrêmement longtemps, qui réussissent à fuir, à se dissimuler le visage et qui, lorsqu'ils sont attrapés, eh bien, ont reçu aussi des formations juridiques pour éviter de dire n'importe quoi face aux forces de l'ordre, des éléments qui pourraient par la suite leur être reprochés et qui ont également les contacts d'avocats, militants eux également, qui viennent les défendre et qui très souvent réussissent à leur éviter la comparution immédiate. Fred Hermel et après Tristan. Non, mais et surtout, pourquoi ça a pu être évité? C'est parce qu'il y a beaucoup moins de militants, enfin, ou de terroristes d'ultra-droite en France que d'ultra-gauche. Vous prenez les chiffres des fichiers S. Ça, c'est les chiffres de la Tribune d'il y a 15 jours. Vous avez 1300 fichiers S de l'ultra-droite pour 3000 de la mouvance d'ultra-gauche. Et puis les islamistes, c'est 5300. Et en fait, on sait très bien qu'en France, fichiers S, c'est 7500. Les fichiers S. C'est-à-dire que les militants d'ultra-droite considérés comme dangereux sont peu nombreux et extrêmement bien contrôlés. C'est pour ça que ça va changer. Je vous dis une chose.
reprenez les chiffres dans 3 mois et vous verrez qu'il y aura une augmentation Tristan très Banon, nette de cela. qu'on n'a pas entendu. Tristan Banon. Parce que ça va être... Tristan. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal à faire comme mon camarade Frédéric, à décider de savoir qui sont les plus répréhensibles, les plus nombreux, les mouvements des ultra. chiffres officiels. Hein. Oui, mais c'est pas ça. C'est que en général, les mouvements ultra, je trouve ça condamnable qu'ils soient plus ou moins nombreux. Bon, mais ce qui est frappant, je trouve, dans cette histoire de ce meurtre atroce à Crépol, c'est qu'on est en train de s'apercevoir à quel point maintenant il y a une sorte de privatisation des morts, il y a une récupération des morts, chacun ses morts. Donc on a Adama Traoré ou Naël qui servent les uns, on a Lola ou la Crépol qui servent les autres, et il y a une sorte de récupération par des ultras très violents et qui veulent absolument si je peux me permettre, mener à la guerre civile. Ils aimeraient bien. Tristan, pardon, si je peux me permettre, sur ce sujet, il y a quand même une petite différence. C'est que là, il y a des propos qui ont été rapportés par 9 témoins qui font état de racisme anti-blanc au moment où il y a eu l'attaque. Attendons les résultats de l'enquête. On se souvient qu'Adama Traoré, il y avait toutes les preuves du monde pour dire que des propos de ce type. Il y avait pendant 7 ans, on nous a expliqué que c'était un crime raciste de la part de la police pour finalement s'apercevoir 7 ans plus tard que ça n'était pas le cas. La maire de Romans-sur-Isère était l'invitée de Apolline de Malherbe ce matin sur RMC et BFM TV. Elle dit les habitants veulent que le caractère raciste de cette attaque à Crépol soit pris en compte. C'est ce qu'elle demande, on l'écoute. On ne l'a pas pour l'instant, en tout cas, manifestement. Les familles demandent 2 choses. La première, c'est une fermeté sans appel de la justice. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ces attaquants soit pris en compte. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je pense que la première des choses, ce serait de le considérer, quitte à l'analyser après. Je pense que là, c'est le rôle de la justice, mais je pense qu'il faut que... Enfin, c'est même pas je pense, je dis qu'il faut que ce soit pris en compte. On comprend effectivement cette... Non, mais c'est important parce que ce qu'a dit aussi le ministre ce matin, c'est la grande peur des gouvernants. C'est la grande peur des gouvernants, ce sont les milices. C'est-à-dire que des milices armées commencent à essayer de faire une loi ou une pseudo-loi avec des actions violentes. Et ça, c'est une crainte qui est permanente et qui existe de manière extrêmement forte. Oui. La réalité, c'est que aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, l'extrême droite, l'ultra-droite, parce qu'il faut dire les mots comme ils vont, sont moins organisés. J'avais envie de vous dire que vous êtes jeune, parce que moi j'ai connu le GUD, j'ai connu Ordre Nouveau, j'ai connu Occident. Mais il y a une histoire de la violence de l'ultra-droite qui est une histoire extrêmement prégnante dans la société française. À propos de l'ultra-droite, je voudrais quand même qu'on regarde l'intervention cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'était après la minute de silence, qui peut-être, on peut le dire, est arrivée un peu tardivement. Peut-être qu'on aurait dû la faire, cette minute de silence. C'était plus rapide pour Naël. Hein. Déjà la semaine dernière. Oui, alors ça, moi j'aime pas trop qu'on compare les uns et les autres. Mais c'est vrai, vous avez raison, elle aurait dû peut-être avoir lieu, cette minute de silence, la semaine dernière. Mais est-ce qu'on fera maintenant une minute de silence à chaque fois qu'il y a une victime en France? Ça, c'est aussi une autre question qu'on peut se poser. 959 minutes de silence par an, ça fait beaucoup. Voilà, c'est aussi une vraie question. Mais puisque effectivement l'ultra-droite, appelons-la comme ça, mais si vous n'avez pas envie de dire l'extrême droite, a eu envie de comparer effectivement une affaire avec l'autre, voilà pourquoi on va se mettre à comparer les minutes de silence. Mais enfin, franchement, je suis d'accord avec moi-même et avec ce que vous venez de dire. On va pas non plus chaque semaine, hélas, faire une minute de silence à l'Assemblée nationale dès qu'il y a une victime. C'est très triste, évidemment, ce qui est arrivé à Thomas. Il y avait aussi l'enquête qui devait quand même mener son cours avant qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Peu importe. Il y a eu une minute de silence aujourd'hui et le garde des Sceaux est intervenu après. Il a répondu à une question sur l'actualité, les fameuses questions d'actualité à l'Assemblée. Et là, effectivement, ça a été chaud à l'Assemblée nationale cet après-midi. Regardez. Vous préférez en réalité opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohamed, des Mouloud et des Rachid. Pour être crédible, faites le ménage, chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites, qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la Cour d'appel
de Paris. La réponse est ordurière. Voilà. Nous n'entendons pas nous laisser insulter par un ministre, quel qu'il soit, car encore une fois, en tant que députés, nous sommes les représentants du peuple français. Quand le ministre de la Justice, et particulièrement le ministre de la Justice, insulte les députés du Rassemblement national, il insulte des millions de Français. Donc nous n'accepterons pas de laisser insulter des millions de Français. Ça suffit maintenant. Tristan Manon, il les a insultés, vous trouvez ? En tout cas, il a dénoncé une tartufferie à sa façon, parce qu'on sait qu'il est toujours comme ça, un peu nerveux, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez énervant à voir cette récupération. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun ses morts, à voir cette récupération qui est faite par l'extrême droite, qui en profite et qui se vautre là-dedans avec un bonheur qui est gênant, enfin qui est. Après, c'est le rôle des politiques de parler de l'actualité et de s'en emparer. Donc là-dessus, moi j'ai trouvé le ministre brillant comme toujours. C'est indigne. Mais c'est d'un populisme, c'est d'une démagogie, mais là, vous parlez du ministre. Il retrouvait son couloir. Ah bah oui, là, c'est-à-dire que le bien, le mal, enfin voilà, c'était très binaire là. Pardon, mais en termes de décence, je pense qu'il était, ou d'indécence, il était au niveau de ce qu'on vit quand même depuis 8 jours, du côté de l'extrême droite. Je peux comprendre son agacement quand même. Excusez-moi, vous savez, son attaque était très ciblée. Parce que quand il parle des officines financières dans lesquelles se cacheraient d'anciens du GUD et d'anciens d'Occident, il fait allusion à des choses extraordinairement précises qui ont dû agacer très profondément Marine Le Pen. La preuve, c'est qu'elle a réagi comme il ne faut pas réagir en disant je vais lui faire un procès. Mais parce que c'est une réalité, elle va avoir du mal à faire un procès. Voilà. Ça rigolait. C'était aussi la volonté C'était aussi la volonté d'Éric Dupond-Moretti, c'était d'attirer la couverture à lui, de faire oublier aussi d'ailleurs son petit passage par le tribunal. Je suis pas si sûr. Relativement récent. Ou de rappeler qui était le Rassemblement national et qui sont les personnes derrière le Rassemblement national, derrière la jolie vitrine qui caresse des chats. Et il faut se souvenir aussi que c'est pas la première fois qu'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale s'en prend de manière extrêmement frontale au Rassemblement national. Hier, je parlais de la récupération, on n'a pas pu montrer le tweet d'Éric Zemmour. Je voudrais le montrer ce soir parce que quand même, oui, je peux comprendre que ça énerve aussi du côté du garde des Sceaux. Quand on voit par exemple Zemmour, alors il n'est plus, il n'est pas Rassemblement national, hein, lui c'est Reconquête, mais enfin quand même, voilà. Regardez, ce genre de choses quand même. 150 millions avec vos impôts, c'est l'argent investi dans le quartier du tueur de Thomas depuis 2014. Voilà, adhérer à Reconquête. Écoutez, franchement, si ça, c'est pas de la récup d'un fait divers pour une campagne électorale, et en l'occurrence, la prochaine, c'est les européennes, on a le droit quand même d'essayer de combattre ce genre de récupération. Oui, on a le droit, mais laissez-moi, je suis désolé, je veux pas défendre Zemmour, c'est vraiment pas mon truc. Mais vous allez le faire quand même. Non, mais c'est exactement ce qu'a dit la maire la maire qu'on vient d'écouter a dit la même chose il y a quelques jours. Mais est-ce que c'est bien? Non, mais elle dit quand même. Non, mais excuse-moi. Laisse-moi terminer ma phrase. Simplement, la maire a dit, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent qui est mis dans cette cité. Il ne faut pas de trouver toujours des excuses socio-économiques aux gens, à ce genre de elle dit ça, elle est dans son rôle très bien. Mais d'en faire une affiche pour dire rejoignez-nous à Reconquête, c'est autre chose. Pardonnez-moi, mais c'est le fonctionnement normal d'une démocratie. Lorsqu'un parti politique voit des faits divers qui lui donnent raison, il est plutôt logique et légitime, et bien qu'il en fasse un petit. Pardon, Louis Morin, je vous arrête tout de suite. Je veux bien entendre tout, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. J'ai jamais vu de tract sur le dos d'un mort. Je suis désolée, jamais. Quand le rugbyman, laissez-moi dire, quand le rugbyman argentin, il y a quelques mois ou années maintenant, mais la reconstitution a eu lieu là il y a quelques semaines, quand il a été tué rive gauche en sortant du Mabillon, je crois, à Saint-Germain-des-Prés, je vous dis ça de mémoire, quand il a été tué, j'ai pas vu ni la gauche, ni Macron, ni qui que ce soit récupérer ce meurtre fait par quelqu'un d'extrême droite en disant rejoignez-nous au Parti communiste ou rejoignez-nous. La gauche n'inscrit pas dans son programme politique le fait de vouloir réduire l'insécurité qu'il peut y avoir dans la rue vis-à-vis des... Très bonne question à ma gauche. Pardon de vous dire qu'il y a une réalité qui est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meurtres, les assassinats, les faits divers sont devenus des faits de société qui sont repris. Et pardon de le dire, je vais prendre un très mauvais exemple. Mais aux États-Unis, quand il y a eu le meurtre de Floyd,
par un policier, Effectivement, c'est c'est toute un la très mauvais mérite exemple. qui s'est mis. Non, c'est pas un mauvais exemple, parce que chaque fois qu'il y a un événement, qui touche profondément la population, les politiques, quels qu'ils soient, vont l'utiliser. Après, avec plus ou moins de tact et de talent, mais ils vont l'utiliser. On ne peut pas vivre dans un monde où on parle de choses en général. On vit avec des éléments concrets. Qu'avez-vous dit, Guillaume Fard, qui était intéressant et qu'on n'a pas entendu? C'est quoi l'intention derrière? C'est plus de passer le Karcher, c'est de raser le quartier. Enfin, ce tract, il vous invite ni plus ni moins à quoi? C'est quoi le projet derrière? C'est ça que je questionne. C'est quoi le projet politique? C'est quoi l'ambition programmatique? C'est de laisser à croire aux gens que si c'est parti, demain, ce type de quartier serait rasé? C'est ça que ça veut dire? Parce que si c'est ça, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement dangereux. Et puis il y a dans ce quartier des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec cette affaire. Et puis on leur doit aussi le respect. Elles n'ont pas à être amalgamées ni accusées de quoi que ce soit. Elles n'ont strictement rien fait. À commencer même par l'auteur présumé de ce coup de couteau mortel qui ne résidait même pas dans ce quartier. Le procureur nous l'a rappelé. Ce sera le mot de la fin signé. Pardon, Oui, ce sera le mot de la fin signé Guillaume Fard.